Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Attention Pépite. Et vous allez voir que c'est un Attention Pépite un peu spécial. Si je vous dis champion européen de la souveraineté numérique, de la protection des données, de notre indépendance européenne, vous commencez à voir? Non, pas encore. Si je vous dis cloud, là vous avez compris, je veux parler d'OVH Cloud. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Octave Kabla. Tu es à la fois le fondateur d'OVH. À l'époque, c'était OVH, maintenant c'est OVH Cloud. Et tu es le PDG maintenant, puisque tu as repris les commandes de l'entreprise. D'abord, je suis très content de te recevoir. Ça me fait très plaisir. Tu es quand même une figure emblématique. Du moins, je sais que tu n'aimes pas on te fasse des compliments, mais tu es une figure emblématique du monde de la tech en France. Je vais profiter de ta présence pour te poser des questions en dehors d'OVH Cloud sur l'Europe, la place de l'Europe, notre indépendance ou pas numérique que tu défends chèrement, mais peut-être juste pour resituer, je pense qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, mais je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que vous faites en fait OVH Cloud? C'est quoi son métier? OVH Cloud est un fournisseur de cloud. Qu'est-ce qu'on fournit? On fournit des infrastructures, des ressources pour que les développeurs puissent développer des sites web, des applications mobiles. Ok. Donc, dedans, on peut dire c'est des data centers, mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a des serveurs, il y a des softwares, l'ensemble de couches qui sont nécessaires en fait, de couches des services qui sont nécessaires pour que les devs puissent développer de manière moderne. Avant, tu vois, il y avait l'application qui tournait dans un poste de travail. C'est ça. Désormais, tout se passe par les navigateurs. D'accord. Et derrière le navigateur, en fait, il y a la même chose qu'il y avait avant sur le poste de travail, sauf que c'est beaucoup plus étendu, beaucoup plus puissant. Ça fonctionne partout dans le monde. Il y a tout un tas d'innovations qui sont derrière. Ces innovations-là, ce qu'on appelle, ils sont dans le cloud, dans les data centers. Et tout ça, ça repose sur la puissance des calculs, le stockage. Mais pour que les développeurs puissent utiliser toute cette puissance-là, il faut les faire digérer à travers des produits. Par exemple, vous avez des produits, des bases de données, des produits de stockage, des produits de puissance de calcul, des produits de streaming, de tout un tas de produits. Et c'est ça que nous, on fournit. Et alors, comment t'es venu on adore les histoires d'entrepreneurs ici, mais comment t'es venu cette idée? Parce que franchement, t'attaquer comme ça, et puis on en parlera tout à l'heure, à être face à des monstres. Qu'est-ce qui t'a pris, j'ai envie de te dire? En fait, ça fait 26 ans que je fais ça. J'ai commencé à faire ça juste pendant les études, mais je suis né avec l'ordinateur dans les mains. Okay. D'accord. Donc, je réfléchis un peu comme les ordinateurs. J'ai une extension à travers les claviers pour. C'est une intelligence artificielle humaine. Parfois, les gens ils me le disent, mais j'accumule les données dans mon cerveau et derrière, ça bip ou ça bip pas. Mais pourquoi OVH? Parce que je voulais faire deux choses, en fait. C'est que je voyais qu'on peut faire des trucs avec des ordinateurs connectés. Et le fait qu'en 98, 99, on pouvait interconnecter tout l'ensemble des ordinateurs ensemble et faire quelque chose, ça m'a beaucoup excité. Et puis, je voulais faire une boîte dans laquelle moi, je voulais bosser. J'ai fait des stages, j'ai bossé 3 semaines dans une boîte, j'étais complètement fauché et puis j'ai posé ma dème. Ça n'a pas duré longtemps. Non, 3 semaines, j'ai bossé dans une boîte, j'ai dit, je peux pas. T'as pas supporté? Non, je me suis dit. Tu voulais être ton propre patron ou Non, c'est les valeurs en fait. Ah. C'est se lever le matin et dire je fais quelque chose de plus grand que moi. Et c'est ça que j'ai essayé de proposer à tous ceux qui m'ont rejoint. Et c'est la base en fait de la boîte. Donc à la base, je fais quelque chose de plus grand que moi. C'est marrant, j'aime bien cette expression. Hein. Et à la base, c'est juste ça. Hein. D'accord. Moi, je m'aime bien coder derrière l'écran, mais en fait, ça a grandi. Aujourd'hui, 1 milliard de chiffre d'affaires, 3000 personnes, on est dans plein de pays, on a plein d'investissements, on a plein de trucs. Quand je dis champion européen, je me trompe pas. Oui, oui. Vous êtes européen. Ouais. Évidemment. Ouais. Et voilà, donc la boîte continue à évoluer. Il y a aujourd'hui l'intelligence artificielle qu'on savait qu'elle allait venir parce qu'on sentait des choses. On pourra en parler. Donc, et on voit que désormais, toute l'économie, elle est posée sur le cloud. D'accord? Ce qu'on fournit est la base de toute l'économie. C'est devenu l'infrastructure de base, quoi. C'est la route pour le transport. Les emails, les streamings, Netflix, etc., Uber, ça c'est des petits exemples, mais dans les entreprises, l'ensemble de la communication, il passe par le cloud. Il y a de plus en plus de services en fait qui sont à travers les SaaS, le browser. Tout est dans le cloud en fait. Il n'y a pas d'économie sans le cloud désormais.
Et l'intelligence artificielle, tu dis on va en parler, mais accélère ce mouvement parce qu'on a de plus en plus de besoins En fait, d'infrastructures. de notre côté, comme on le voit, c'est un produit additionnel. Ok. D'accord? C'est pas une révolution. Si, bien sûr. D'accord. Mais c'est un produit additionnel, c'est-à-dire que vous avez quelque chose d'extraordinaire, Ouais. d'accord, qui prompte, vous pouvez parler comme on parle à quelqu'un, et ça répond. Mais c'est la puissance de l'IA, elle est liée aussi au cloud, c'est-à-dire il n'y a pas l'un sur l'autre. D'accord. Ah oui, absolument, oui. D'accord? Ça l'amplifie même. Ça l'amplifie, d'accord? Mais quelque part, on se trompe en disant il y a l'intelligence artificielle, on oublie le cloud. Non. Non. C'est l'extension, en fait. Évidemment, oui, ça c'est l'infrastructure. Alors, on cite beaucoup ton passé. Tu viens de Pologne. Oui. Je suis né en Pologne, mais en tant que Français. Donc mais Pologne communiste, et on dit que ça a eu beaucoup d'impact sur ta volonté, quelque part, parce que tu défends quand même ton créneau et ton credo, c'est la souveraineté numérique, c'est le contrôle des datas, c'est le fait de ne pas se retrouver à avoir quelqu'un qui peut nous contrôler comme on a pu l'avoir pendant les dictatures et avoir cette ouverture-là, parce que ça c'est un de tes combats, je dirais que c'est même plus qu'une entreprise. Ouais, c'est ma conviction en fait, c'est que quelque part, comme je suis né dans les pays communistes, j'ai vécu dans ces systèmes-là jusqu'à 15 ans. Moi j'ai bien vu ce que ça faisait en fait. Et quelque part, quand on est arrivé en France, on se disait la liberté, etc. Mais je sais pas, on va voir un peu comment tout ça, ça va évoluer. La globalisation, ouais, je sais pas. Et en fait, on voit très bien que, enfin, le monde évolue. Là, après toute cette expansion-là, on est en train de revivre quelque part la régionalisation et chacun pour soi et derrière tout le monde, enfin, dans une certaine tension. Bah, moi, c'est que j'ai vécu ces derniers 20 ans en disant ça peut pas durer comme ça. D'accord? Et donc, je prépare l'entreprise dans un autre mode de fonctionnement. Et c'est nos valeurs, en fait. C'est comme ça que moi, je raisonne et c'est comme ça que je construis tout l'ensemble de l'entreprise. Et pourquoi c'est si important pour toi de conserver nos données en Europe? C'est pas seulement les données, en fait. C'est pas seulement les données. Effectivement, il y a tout un chapitre autour de la souveraineté des données. C'est-à-dire que tes données à toi, ok, bah tu as tes emails, tu as toute ta communication, tu as tout ce que tu as généré, bah c'est à toi en fait. Qui accède à ça, qui l'exploite. On voit très bien qu'à travers l'intelligence artificielle, on peut reprendre toutes tes vidéos, tout ce que tu as produit et l'utiliser dans un modèle. Ça c'est un petit exemple. D'accord, mais sans compter tout ce que je dis, moi, l'intelligence artificielle, parce que maintenant, on est tellement en mode que tu l'écris conversationnel en permanence avec l'intelligence artificielle qu'on se livre complètement. C'est exactement ça. Mais tu prends l'entreprise. L'entreprise, c'est pas juste un individu. Bien sûr. C'est des milliers de personnes. Et toute cette savoir-faire, toutes ces informations qui sont dans l'entreprise, si tu ne le maîtrises pas, bah, tu maîtrises pas l'entreprise. En fait, tu as perdu le pouvoir de l'entreprise. Tu peux te faire copier. D'accord? Et donc ça, c'est la première typologie de souveraineté. C'est vraiment garantir au client que, ben, en fait, il y a une souveraineté des datas. Tu maîtrises qui accède à tes datas. Mais on voit bien que le discours ou les enjeux, ils ont évolué avec le temps. Désormais, c'est la souveraineté technologique. Parce qu'on voit très bien, il y a eu différents chocs dans l'industrie. C'est assez particulier, mais il y a eu des rachats entre des entreprises, il y a eu l'évolution de l'intelligence artificielle. Et désormais, en fait, on dit, oui, mais est-ce que tu maîtrises la techno qui est en dessous, qui permet de faire la souveraineté des data? Et on voit très bien que nous, on a lancé les investissements lourds en 2020 pour justement gagner en souveraineté technologique. Et tout ce que je viens de dire au début, en disant streaming, stockage, etc., ce sont nos produits que nous, on maîtrise. Ce sont nos produits internes. On a des développeurs qui les ont développés. Et on les maintient en conditions opérationnelles. Et tout ça, c'est chez nous. Et donc, je suis en capacité de maîtriser la technologie. Et ça, toute la chaîne, en fait. C'est ça ton idée, c'est de dire, en fait, vous maîtrisez toute la chaîne avec exactement. Pas simplement vos données, mais votre chaîne technologique. Hardware dans les data centers et les softwares. Et là, vous pouvez dire, je maîtrise mon destin. Contrôle. Je maîtrise mon destin et je peux promettre à toi des choses que je vais maintenir dans le temps. D'accord. Et est-ce que ta perception, c'est qu'il y a une sensibilité au sujet, ou est-ce qu'il y a une sensibilité au sujet de souveraineté européenne et de contrôle, mais que finalement les gens se disent, bon,
Ouais, je veux dire, on lâche, quoi. C'est pas grave. Maintenant, En fait, entre les OpenAI, les Anthropic, les machins, il y a les deux réactions. En fait, c'est très intéressant parce que les réactions sont en train de basculer de enfin, gauche-droite. Les réactions historiques, on peut rien faire. Il n'y a pas d'alternative. Donc on continue comme avant et surtout on change rien. D'accord? Et ça, de moins en moins. de moins en moins. De moins en moins, en C'est fait. ça, d'accord, c'est Au niveau intéressant. du monde politique, de moins en moins, et même dans les entreprises, de moins en Ah, moins. c'est intéressant, ça, d'accord. C'est en train de basculer. Pourquoi? Parce que les gens commencent à comprendre, en fait, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Tu sens Il qu'il y le a un problème. perçoit pas. Et même politiquement parlant, enfin, j'ai parlé avec des politiques il y a 2, 3 semaines quand j'étais au sommet de Berlin, et certains ils disaient, on peut gagner désormais des élections en parlant de la souveraineté des données parce que les citoyens ils se rendent compte qu'il y a un truc qui cloche. D'accord, il y a un truc qui cloche. En tout cas, deuxième réaction, c'est dire, ok, il y a un problème, donc qu'est-ce que je fais? Bah, en fait, c'est que je vais lancer des appels d'offres. Mhm. Et une partie de ce que autant que l'entreprise, une partie de ce que je consomme, bah, je vais consommer chez les Européens. De cette manière-là, je vais impulser en fait le développement technologique et je vais impulser en fait qu'il y a un certain chiffre d'affaires va aller en Europe, Mhm. alimenter les emplois européens, développer l'industrie. Donc c'est intéressant, c'est rassurant ce que tu dis, parce que j'avais pas cette perception-là qu'il y C'est avait, très récent, hein. oui, qu'il y avait une C'est prise. très récent. J'avais l'impression qu'en fait, on avait un peu jeté l'éponge et qu'il y avait le discours. D'un côté, il y avait la réalité qui consistait à dire, bon, de toute façon, Liberation Day voilà, de Trump. ouais, ça a été un, Ah ouais. d'accord. Ça a fait beaucoup d'émotions. Ça a descendu pendant les vacances. Et là, c'est en train de remonter. Vous voyez, le sommet franco-allemand qui a eu lieu il y a 2, 3 semaines, c'est incroyable en fait. Les Allemands, on les attendait pas sur ces terrains-là depuis jamais. Jamais, ouais, non, c'était pas. D'accord. Et là, ça y est, ils s'y mettent. Mais ils y vont, quand ils y vont en fait. Ils entraînent aussi les Français. Donc là, on a envie de créer quelque chose en Europe. Ça y est. Alors, quand on voit, Octave, quand on regarde les chiffres, hein, moi je suis au quotidien, comme toi, enfin peut-être moins que toi, mais tous ces investissements, ces annonces d'investissement d'OpenAI, ces accords entre tous ces Américains les uns avec les autres, que certains disent un peu incestueux, hein, euh, on a envie quand même d'y croire, mais on est parfois un peu découragé en se disant, je parle pas de ton principe, ton métier, mais je parle en général de tout le domaine de la tech, y compris l'IA. On a l'impression que le combat est perdu pour l'Europe, notamment en matière d'IA, puisqu'en matière d'IA, bon, on cite toujours Mistral, et puis après on est court, quoi. Quand on te demande 3 noms, t'en as un, quoi. Qu'est-ce que t'en penses toi, réellement? Je veux dire, ton gut feeling, c'est Il quoi? y a C'est plusieurs réponses à avoir. Effectivement, les montants des investissements sont énormes. énorme. D'accord? Mais la barrière à l'entrée, elle baisse de manière spectaculaire aussi. Ok, D'accord? C'est-à-dire, d'un côté, c'est qu'on faisait il y a 2 ans. Aujourd'hui, ça coûte peut-être 1 centime du prix. d'accord. Il y a 2 ans. Les progrès sont tellement puissants, tellement chaque quarter, Hum. que ça diminue en fait toute cette nécessité C'est d'investir l'exemple de DeepSeek, par exemple, de dire qu'on est capable de faire ça, mais avec beaucoup moins de moyens. beaucoup de moins de moyens et franchement, ils ont déposé énormément d'IP. Peut-être on pourra en parler de la Chine. C'est là où en fait il y a des choses qui se passent. D'accord. D'accord? Vas-y, tu peux en parler si tu veux. Ben, en fait, c'est qu'en termes de la recherche, en termes de brevets, en termes de l'intelligence artificielle, vous regardez le nombre de Chinois voilà, qui sont dans le sujet en Chine, mais aussi aux États-Unis, c'est impressionnant quand même. D'ailleurs, le patron de Nvidia dit la bataille, le patron de Nvidia Hein. qui dit la bataille de l'intelligence artificielle, elle est perdue. C'est En les fait, c'est Chinois que qui vont. il a une autre thèse en fait. Il dit légèrement, enfin nuance ça, Ok. c'est-à-dire que continuez d'investir aux US, continuez à supporter l'ensemble de tous, sinon la bataille elle est perdue. C'est ça, d'accord. D'accord? Donc c'est toute cette bulle quand on en Ouais, parle. enfin, ce qu'il dit, c'est qu'il y a quand même un vrai danger, quoi. C'est-à-dire que les Chinois sont À 2 doigts de gagner. gagnés. Ce qui D'accord. Et donc, en fait, il alimente un tout petit peu cette volonté, remettez de l'argent dans la machine, parce que sinon, les Chinois, ils ont gagné. Et effectivement, ce qu'il dit, c'est quelle partie du monde va dominer tout le reste. Mais on a l'impression que ça se passe entre les États-Unis et la Chine. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, là-dedans? Ben, on fait des gigafactories. D'accord. Des gigafactories. Mais moi,
on répond à cette Oui, toi, c'est clairement ton combat. Oui, Et mais à part toi, il y a pas grande, quoi. Oui, il y a des acteurs telco, il y a des acteurs qui se réveillent, mais en fait, regarde bien, l'Europe, il dit, bah, nous, la réponse Gigafactory. On va investir dans les data centers dans lesquels on va les remplir de GPU. Super, on va mettre plusieurs dizaines de milliards là-dessus. Mais les projets qu'ils ont vu jour, en tout cas ceux qui se sont manifestés, c'est par pays. C'est pas européen. C'est ça. Ce n'est Comme pas... souvent dans Oui, l'industrie. c'est exactement ça, en fait. Donc, on n'a pas encore d'Airbus de... Et donc, nous, on a postulé ça, mais moi, je dis, moi, je veux développer dans 6 pays, 7 pays. D'accord? Et là, on me dit, oui, mais c'est pas dans le cahier des charges. Ok, bon, moi, je vais faire ça à côté. J'ai pas besoin de l'argent parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est faire des choses rentables. Bah, bien sûr, ça a toujours été ton historique. Bah, j'ai fait son cash, la boîte. D'accord? Pendant 16 ans. Donc, t'avais pas de choix. Pendant 16 ans, j'ai pas levé de l'argent. J'avais 100% de la boîte qui faisait 400 millions en 2016. Et là, j'ai fait entrer des fonds d'investissement, 250 millions pour bâtir plein de data centers. Et en 2021, 350 millions pour pouvoir faire du software. Aujourd'hui, j'ai 81% de la boîte. Mais c'est, quelque part, c'est pour garantir le long terme. Aujourd'hui, quand tu regardes, en fait, tous ces investissements-là qui sont faits, il y a une question de rentabilité. On peut rentrer dans les détails sur les GPU, la rentabilité, les ROI, les rochers, tout un tas ben en fait, c'est pas encore rentable, en fait. D'accord? Et donc, la question qui se pose, c'est qui est prêt à cramer du pognon, qui le reverra pas, en fait. Et aujourd'hui, c'est ça, en fait, qui se passe. C'est-à-dire que l'argent qui est mis sur la table, les investisseurs savent pertinemment qu'ils ne le reverront pas. Et là, toi, par contre, bon, comme tu l'as dit, contrairement à ce que tu viens de décrire, toi, ton combat, parce que tu n'avais pas le choix, c'est la rentabilité. Et ton business model, c'est à la fois un business model tourné vers comme tu disais, vers le hardware, et aussi beaucoup tourné vers le service. C'est hardware parce que tu peux pas créer un cloud provider sans maîtriser les millefeuilles technologiques du bas, d'accord? Et donc, il faut maîtriser les capex, il faut maîtriser les coûts, il faut réduire, il faut mettre ce qu'il faut dans les... Et donc, on bâtit des data centers. On a 2 usines de fabrication des serveurs. On fabrique 100 000 serveurs par an. On a nos supply chain. Et d'ailleurs, grâce à le supply chain qu'on a et toute la transformation que nous avons fait au début de l'année, on produit même aujourd'hui. Alors que tu prends l'Europe, nos concurrents, par exemple, bah, ils n'ont plus de pièces. Pourquoi? Parce qu'il y a un boom des l'IA et il n'y a plus de RAM et plus de disques durs sur le marché. D'accord? Donc, c'est un petit exemple. D'accord? Donc là, c'est la production. Serveur, data center, infrastructure. Et de l'autre côté... tu as développé une gamme de services très forte. Software. Ouais. D'accord? Le cloud, c'est software sur un hardware. Bien sûr. D'accord? Et donc, on a 1000 développeurs qui développent. On a 60 et quelques produits. Et c'est ça qu'on propose à nos clients. By the way, il y a du hardware parce que c'est en dessous, mais parfois et souvent, le client ne le voit pas, en fait. D'accord? Il y a des gammes de produits. Ça, c'est bon pour ton business model. Parce que les marges sont meilleures, parce que... Il y a des deux côtés, en fait, et des réalités. Rocher sur le bar métal, tout ce qui est serveur, on maîtrise depuis des années. On est très bon là-dessus. Simplement, maintenant, on a décidé en 2021 d'investir dans le software. Il nous fallait du cash pour pouvoir recruter des personnes supplémentaires et on sait qu'au début, les salaires... Bah, ça pèse sur le bida. Maintenant, on est à la fin de ce cycle-là de 5 ans. Courbangie, ça y est, t'es sorti de cette courbangie. Ça y est, on devient free cash flow positif à nouveau. Bravo. Et derrière, bah, en fait, c'est le moment de vendre. Donc moi, j'ai passé 5 ans sur les investissements data center, 5 ans d'investissement de software. Là, j'ai envie de 5 ans vendre. D'accord? D'aller en Europe. Et... Quand on dit vendre, on précise, c'est pas vendre la boîte. Non, c'est vendre des produits. Vendre tes produits et tes services. Vendre des produits, en fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de devenir systémique en Europe. On voit qu'il y a des initiatives en Europe, des différents cloud providers ou de l'intelligence artificielle. Mais à chaque fois, on parle d'un pays ou d'un vertical ou d'un pays et vertical. Tu vas avoir une démarche européenne. Moi, je veux européen et surtout savoir travailler avec tous les typologies de clients. Airbus du cloud. Mais pourquoi, en fait? D'accord? Parce que les investissements sont tellement lourds que la masse critique d'un pays ne suffit pas à rentabiliser. Et donc, il faut chercher la masse critique. Et donc, les Américains, ils ont un truc qui s'appelle les US. 350 millions de personnes d'un coup, une langue, voilà, tout est facile. Nous, en Europe, bah, on a aussi 350 millions de consommateurs. C'est un peu plus difficile, mais on n'a pas le choix. C'est comme ça qu'il faut essayer de raisonner. En tout cas, c'est comme ça que moi, je pense, et c'est comme ça que je développe la boîte. Et alors, tu as un peu répondu à la question, pourquoi la bourse? La bourse, c'était justement pour continuer
cet effort de financement. On avait le choix, en fait, entre différents financements. On pouvait continuer fonds d'investissement, on pouvait aller à la bourse, on pouvait aller à différentes bourses. Qu'est-ce qui t'a motivé? En fait, c'est que je veux démontrer, peut-être j'aurais tort, mais, mais je veux démontrer qu'il est possible de créer un géant européen, mais de manière européenne et pas de manière américaine. Ok. D'accord? Et ça veut dire un certain nombre de choses, en fait. Ben, le développement, moi, je viens de Roubaix. D'accord? Enfin, qui crée des gens à Roubaix. Bah oui, moi, j'ai 1000 personnes à Roubaix. Et ils sont bons. D'accord? Et donc, tu démontres. Ah, il y a eu des géants du textile. Oui, bien sûr, mais quelque part dans la tech, à Roubaix-Est ou au Canal, etc. Enfin, bah non, Silicon Valley. on a créé Roubaix-Valley, d'accord? Bah, mais derrière, tu démontres en fait que les bons, ils sont partout, d'accord? Et surtout, il y en a en Europe, on a en France aussi. Et donc, quelque part, tous ces chemins-là que je parcours, c'est un peu dans la jungle, avec la machette, je débroussaille le terrain. Parfois, je me trompe, mais j'avance. Et je veux démontrer, en fait, inspirer quelque part l'entrepreneuriat européen dans la tech pour dire, il n'y a pas que Nasdaq, il n'y a pas que la Silicon Valley, il y a, bien sûr, ils ont un modèle. Le financement y compris, tout un tas de choses. Un écosystème très puissant. Exactement. Mais on peut le faire nous aussi. Essayons de faire ça en Europe. Et c'est pour ça la bourse. Et la bourse, mais aussi développement européen, c'est l'investissement européen, c'est tout l'ensemble, c'est cohérent quelque part. Qu'est-ce que tu retiens d'un premier point d'étape, enfin ou deuxième ou troisième de ton parcours en bourse? Qu'est-ce que tu te dis en fait? Tu te dis j'ai bien fait d'y aller. Tu te dis bon, si je savais que ça allait être un peu le roller coaster. On a appris beaucoup de choses en fait. Enfin, je vais te donner quelques points. Mais les banques sont très intéressées par ces typologies de feedback, mais premier truc, c'est que on a vraiment compris à quel point large cap, mid cap, small cap, c'est déterminant. Ok. Pour avoir des investisseurs importants. D'accord. D'accord, ceux qui investissent 30 millions, 50 millions, 100 millions, il y en a plein. Mais eux cherchent la liquidité, les valorisations des 5 milliards et plus, parce que quand ils rentrent, il faut qu'ils sortent, etc. D'accord. Et donc, on a appris, en fait, qu'on était quasiment au large cap, et suite à, en fait, à le temps, en fait, et les développements, tout un tas des annonces qu'on avait fait, on a repassé dans mid cap et small cap actuellement. L'objectif, c'est de ressortir de ça. À large cap. Et donc, cap et large cap. Exactement. Donc, ça, c'est la première chose. L'importance des large cap, small cap, mid cap. Un autre point, en fait, qui est important, en fait, c'est que OVH a eu la chance, ou en tout cas, c'est qu'on était le plus grand succès retail après la FDJ, la Française des Jeux. Ouais, j'ai vu ça. C'était deuxième, parce qu'en fait, pourquoi? Parce qu'on a un écosystème, une communauté Bien sûr. autour d'OVH qui est juste impressionnant. Et puis ton combat, je pense qu'il est compris, les gens le savent, il y a une sorte d'adhésion. Moi, je rencontre quasiment chaque semaine plusieurs clients qui me disent, moi, j'ai investi autant, je suis un peu déçu, mais je continue. C'est militant, en fait. Ouais, bien, c'est militant, c'est ce que je cherche. D'accord, c'est les investisseurs militants. Et moi, je le ressens. C'est comme ça que je le prends. Les investisseurs militants. D'accord, c'est comme ça que moi je ressens, et c'est ça qui me motive encore plus d'y aller, en fait. D'accord. Et donc, at some point, tu vois très bien, en fait, ces investissements que nous avons faits, les cours y a baissé, ouais, mais parce que l'histoire, elle est compliquée, en fait, à expliquer. Tu vois, tu fais des investissements qui vont durer plus que 2-3 ans. C'est la courbe en J que t'expliquais tout à l'heure. Regarde, je suis obligé, pendant un moment, de sacrifier une partie de ma rentabilité si je veux créer ma rentabilité d'avenir. Et ça, c'était fine avant 2021. Oui, absolument. D'accord. Avant 2021, tu pouvais expliquer ces courbes-là. Tout le monde disait zéro problème, vas-y. Il fallait perdre de l'argent presque. 21 septembre, bon, le monde a changé. Non, surtout pas free cash flow positif. Attendez, nous, on a quand même un cycle à faire. Je dois le faire, c'est ça que j'ai levé de l'argent, je ne veux pas changer la stratégie. Absolument. D'accord. Donc, on est passé par toutes ces déserts-là et maintenant, on voit très bien que le chiffre d'affaires, on n'augmente pas à la vitesse qu'on voudrait faire, mais on peut en parler aussi, expliquer pourquoi du comment, mais free cash flow, cette année, en 26, il va redevenir positif. Ça, c'est vraiment un tournant. Hein. Il faut le dire aux gens qui nous écoutent, en fait, qui sont peut-être pas des spécialistes. Free cash flow, déjà, le terme peut leur paraître un peu ésotérique, mais c'est essentiel parce que c'est le garant de ton indépendance. Exactement. Et le signe de la force de ton business model. Avant 2016, on était free cash flow positif.
Moi, j'ai développé l'entreprise en free cash flow positif. J'avais pas le choix, j'avais pas d'investisseurs. De toute façon, il fallait se débrouiller et donc faire avec. Tu investis l'argent que tu gagnes. Et moi, je suis extrêmement à l'aise d'avoir cette typologie d'entreprise. C'est moins Ta confort. culture. C'est ma culture. Je suis moins à l'aise de brûler ou d'investir l'argent qui n'est pas le mien, en fait. Quelque part, parce Tu que pourrais pas être patron d'une biotech, toi. euh, c'est un autre type. Non, c'est moi, j'ai besoin, en fait, d'investir un truc. Voilà, on a gagné, donc du coup, on peut investir et ça. Dans ces métiers-là, parfois, il faut un peu de boost. Donc, on a décidé d'avoir 2 boosts. Ok. D'accord? Data center et software, 2 périodes différentes. Là, je sens pas qu'il faut de boost. D'accord? Là, maintenant, il faut vendre. Donc, il faut travailler la marque. Il faut travailler la présence européenne, il faut travailler le support, il faut travailler tout un tas de... C'est intéressant ce que tu dis, parce que pour les gens qui nous regardent, ce que tu es en train de nous dire, c'est il y a toujours des choses à investir, à développer, évidemment, c'est l'histoire de ta boîte en permanence, mais tu dis une partie du plus dur a été fait, et maintenant, c'est pas facile de vendre, mais en fait, tu as déjà fait l'investissement. Et aujourd'hui, tu peux profiter de l'investissement que tu as fait. C'est-à-dire que quelque part, un actionnaire individuel qui rentre aujourd'hui, ou un actionnaire qui rentre aujourd'hui, bah, il a passé la phase, il se tape pas la phase la plus difficile. Il devrait avoir la phase, je sais pas la plus facile pour toi parce que c'est très compliqué, mais la moins consommatrice La moins risquée, en fait. la moins risquée, voilà. La moins risquée. Quand tu vois, avant 2016, on a fait le réseau mondial. Mm. Bah, une boîte qui fait 400 millions de chiffre d'affaires, qui investit 40 millions par an dans le réseau, je dis 10%, je réfléchis 2 fois. Bah, on l'a fait. Aujourd'hui, on fait 1 milliard de chiffre d'affaires, ça nous coûte toujours 40 millions par an. D'accord? Enfin, c'est plus le même typologie des risques. Et donc, en fait, on est dans ces métiers-là où on écrase les OPEX fixes et on écrase les CAPEX fixes. Ce qui est formidable, c'est la meilleure période, quoi. Et Et Octave, tu as fait un peu comme tous les grands de la tech, je sais pas si tu l'as fait exprès, mais tu es revenu aux commandes de ta boîte. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu avais lâché les commandes? Qu'est-ce que tu as fait que tu les as reprises? que je lâche, c'est intéressant, en fait, ta question. Pourquoi j'ai repris? Je peux t'expliquer pourquoi j'ai lâché, en fait, parce que on s'est retrouvés en 2016 avec le fonds d'investissement et une volonté d'accélération. D'accord? Donc, il fallait absolument qu'on accélère. On n'a pas bien accéléré en 2016. Et donc, pareil, en 2016, j'étais pas CEO pendant 1 an. J'ai repris les manettes pendant quelques mois et derrière, j'ai accéléré dans l'entreprise. Et en fait, je trouvais ça moins fun. En tout cas, je fais entrer dans l'entreprise des personnes nouvelles, etc. Je trouvais ça moins fun d'orchestrer une entreprise qui a doublé de taille en 6 mois. D'accord, on était 1200 et on s'est retrouvé 2004. Ça, il faut jamais le faire. D'accord, le blitzkilling, c'est des conneries. Hein. D'accord, il faut jamais le faire. Donc, j'ai fait des erreurs. Et derrière, en fait, j'ai trouvé Michel, en fait, qui a bien voulu reprendre en fait les rênes d'OVH pour pouvoir l'accompagner sur les 6 ans. Aujourd'hui, on se retrouve dans quelque chose un peu différent. L'entreprise, elle est stable. Enfin, il y a un super COMEX. Il y a les équipes sont là. C'est qu'ils ont besoin, en fait, c'est des catalysateurs pour accélérer le revenu. Et quand on regarde, en fait, les succès et là où on n'a pas bien performé, on a divisé ça en 3 parties. Les grosses entreprises. D'accord, les grosses entreprises. D'après nous, c'est un super succès. En 5 ans, on a 200 millions de chiffre d'affaires annuel avec 12% de croissance. Super succès. Bravo. On a structuré quelque chose qui n'existait pas. Et on est capable aujourd'hui d'adresser ces typologies des clients. Deuxième typologie des go-to-market, les gros clients digitaux qui ont une culture digitale, qui consomment sur les cartes bancaires, sur les sites web, et ils consomment pour 200-300 000 euros par mois. Et c'est surprenant, mais ça existe. Et on est très bon là-dessus. 300 millions de chiffre d'affaires, 20% de croissance. Là, bizarrement, là où on n'a pas bien performé depuis 5 ans, ce sont nos clients historiques, des petits clients. Okay. D'accord, les petits clients, le site web, les noms des domaines, les emails, même l'entrée de gamme. Là, on n'a pas bien performé. D'accord, et là, on a 550 millions de chiffre d'affaires. Et c'est surprenant parce que c'est vraiment ton cœur de cible à l'origine. C'est pour ça que je reviens aussi, d'accord, parce que tu connais ce cœur de cible. Ça évolue, d'accord, donc tu peux pas dire il y a qu'à repliquer des recettes, pas du tout. Mais je viens de là en fait, d'accord. Et donc par exemple la qualité du support essentielle, d'accord. Quand le client te contacte, il peut pas attendre, c'est pas en 2025, d'accord. Et donc
tous ces petits éléments-là ont fait que la croissance à ce niveau-là n'est pas bonne. Donc moi, je reviens pour fixer ça, mais aussi pour étendre le reste. Et pour développer. Et bien sûr, je vise 2 milliards. Je ne vais pas dire à quand, mais d'abord, il faut essayer de définir le target. On fait 1 milliard, faisons 2 milliards. Comment on fait 2 milliards de chiffre d'affaires? D'accord? Comment tu fais 2 milliards en passant? Qu'est-ce que tu changes à l'intérieur de l'entreprise? Où est-ce que tu upgrades? Comment tu changes les process? Où est-ce que tu vas dans les différents pays? Quel produit? En fait, il faut définir en quoi ça consiste. Et il y a... Vecteur de transformation, parce que c'est à nouveau une transformation. Exactement. Et je me rends compte, en fait, là, ça fait quelques mois. Bon, je suis jamais vraiment parti. Et puis, je vais pas très loin. Pas très loin. Mais j'ai fait pas mal de choses en 2025 aussi, beaucoup plus opérationnel pour préparer 26. Mais lorsque je regarde, l'un des principales problématiques, en fait, il est dans les têtes des gens, sur la traduction en chiffres de l'augmentation du revenu. Et ce que je leur dis, maintenant j'ai pris l'habitude de dire, les gars, quand vous présentez les chiffres de volume de vente ou de volume de production, à chaque fois vous me présentez un chiffre, mais à la fin il manque un zéro, voire deux. D'accord? C'est bien de me parler des 1000, mais 1000, c'est une petite boîte de 200 millions, 300 millions. Moi j'ai besoin de 10 000, j'ai besoin de 100 000. Donc tu es venu pour leur insuffler cette ambition. C'est ça, en fait, c'est traduire, en fait, là, ce qui nous manque, mais de manière très opérationnelle pour que tout le monde comprenne, ce qui nous manque pour atteindre cette typologie des objectifs qui est 2 milliards. 2 milliards, c'est abstrait. D'accord? Enfin, comment tu fais 2 milliards? J'en sais rien. Enfin, tu vois, comme ça. Donc, il faut les découper, il faut les traduire. Mais je te fais confiance pour ça. Tu es content d'être revenu? Je commence à prendre du plaisir. Ouais. Mais en fait, c'est comme le vélo, en fait. Tu sais, tu t'oublies jamais, c'est ça? Ouais, tu reviens et tu dis, ah tiens, action. Bah, c'est en fait comme d'habitude. En tout cas, je pense que pour les actionnaires individuels et tous les actionnaires, c'est important que tu sois revenu aux commandes et je pense que c'est ce qui va permettre d'insuffler, de passer à un nouveau palier, comme tu dis. On arrive en fin d'interview. Tu disais tout à l'heure que vous aviez été un énorme succès auprès de l'actionnariat individuel. Tu citais la FDJ, deuxième succès après la FDJ. Donc, tu as beaucoup d'actionnaires individuels. C'est important pour toi d'avoir beaucoup d'actionnaires individuels parce que tu penses que c'est un peu, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, tu as besoin d'eux parce que tu as besoin de militants. Et ma dernière question, ce sera justement ces actionnaires individuels dont tu disais toi-même que certains te disaient, bon, on y croit encore, mais on a été un peu déçus. Qu'est-ce que tu leur dis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dis aux gens qui hésitent à rentrer pour leur dire, écoutez, c'est maintenant qu'il faut rentrer sur OVH? Je vais jamais dire qu'il faut rentrer, c'est chacun il prend les décisions, mais je donne quelques fondamentaux. Free cash flow positif bientôt, d'1 milliard de chiffre d'affaires. Notre EBITDA, il est des 40%, d'accord? Donc on fait 400 millions d'EBITDA. Quand tu fais les ratios des valorisations de l'entreprise avec l'EBITDA, etc., et bon. On a investi dans les data centers, on a 250 mégawatts de puissance électrique, on a investi il y a 10 ans. J'ai investi 250 millions, aujourd'hui ça vaut, il y a des banques qui disent 2,5 milliards. D'accord? Donc, en tout cas, il y a des gens qui aujourd'hui, pour la même puissance des data centers, ils sont prêts, ils investissent 2,5 milliards. Et on a développé 40 produits plus ces derniers 5 ans. Et là maintenant, il y a un nouveau pari. Comment on fait 2 milliards? Est-ce qu'on parie là-dessus ou est-ce qu'on parie pas? Voilà, moi je suis revenu pour ça. Et pour faire ces 2 milliards, est-ce que tu auras besoin de fonds? Et ces fonds, ils viendront d'où? Ou est-ce que justement, c'est ce que tu décris, à partir du moment où aujourd'hui tu es redevenu très free cash flow et que bon, tu vas pouvoir vendre ce sur quoi tu as investi, ça va permettre de te financer les investissements de demain? Aujourd'hui, il y a plusieurs choses en fait. C'est que on pose la question, est-ce que tu penses sortir de la bourse? Non, j'ai pas ces genres de projets sur la table. Comme je disais, en fait, moi, ce que je veux démontrer, en fait, qu'il est possible de créer les géants. Deuxième, est-ce que tu vas lever de l'argent supplémentaire? Aujourd'hui, j'ai pas ça sur la table non plus. Okay. J'ai envie de le faire en free cash flow positif et j'ai envie de montrer aussi que c'est la période. C'est la période de récolter des fruits. D'accord. Et on a quand même investi lourdement 10 ans et si on n'arrive pas à démontrer que ça sert à quelque chose, ça va être difficile ensuite peut-être revenir et dire vous voyez, on a des cycles, faites-nous confiance, on peut faire des choses supplémentaires. Et maintenant, aujourd'hui, moi, c'est le vendre. Ok. Écoute, c'est vraiment un plaisir de t'avoir. D'abord, c'était un plaisir de t'interviewer. Je t'avais interviewé il y a très très longtemps.
Bravo pour le parcours. Et puis, on est content que tu Merci. sois revenu aux commandes. Et franchement, tu m'as donné la pêche. Voilà. Merci. À bientôt. On se retrouve très rapidement pour un nouveau Attention Pépite.